Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, devait dire, tu t'es bien reposé maintenant. Zinedine Zidane fait exploser les réseaux. Au moment de choisir entre la France et l'Algérie, il a pris une décision qui provoque une énorme polémique. Pourquoi a-t-il préféré assister au match Algérie-Argentine plutôt qu'au premier match des Bleus? Voici ce qu'il s'est réellement passé. Le choix de Zidane n'est pas passé inaperçu. Alors que l'équipe de France affrontait le Sénégal, la légende française était présente dans les tribunes pour suivre le choc entre l'Algérie et l'Argentine. Très vite, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains supporters français ont critiqué cette décision, tandis que d'autres ont estimé qu'elle était parfaitement compréhensible. En réalité, Zidane était venu soutenir son fils Lucas Zidane, titulaire dans les cages de la sélection algérienne pour cette Coupe du Monde. Les deux rencontres se disputaient à plusieurs milliers de kilomètres l'une de l'autre, rendant impossible sa présence aux deux matchs. Malgré cette explication, le débat continue d'enflammer les réseaux et les médias français. Le choix de Zidane est-il logique selon vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur le papier, les Bleus ont gagné. Mais derrière cette victoire, un détail dérange. Mbappé a brillé devant le but, pendant que Dembélé a complètement disparu dans un rôle qui ne lui correspondait pas. Et à la fin de cette vidéo, on va revenir sur les paroles les plus fortes autour de Zidane et Mbappé. Une analyse froide, presque brutale, qui dit une chose simple. Mbappé peut faire gagner un match, mais peut-il vraiment porter toute une équipe? Restez jusqu'au bout, parce que cette phrase façon Zidane peut changer votre regard sur la performance de Kylian Mbappé. Avant de parler de Mbappé, avant de parler de Dembélé, avant même d'entrer dans les détails tactiques, il faut comprendre le contexte de ce match. France-Sénégal, ce n'est jamais une rencontre anodine. Ce n'est pas seulement une affiche entre deux sélections talentueuses. C'est un match avec de l'intensité, avec de la fierté, avec une vraie opposition de style. D'un côté, l'équipe de France, avec son statut, ses stars, son obligation de gagner et cette pression permanente qui accompagne les grandes nations. De l'autre, le Sénégal, une équipe physique, courageuse, agressive dans les duels, capable de mettre n'importe quel adversaire dans l'inconfort. La France arrivait favorite, mais ce genre de match se gagne rarement uniquement avec le talent. Il fallait répondre au combat, à la vitesse, à l'intensité sénégalaise, mais aussi prouver que cette équipe française pouvait contrôler un match sans se laisser emporter par les moments de tension. Et dès le début, on a compris que le Sénégal n'était pas venu pour subir. Les Sénégalais ont essayé d'empêcher la France de construire tranquillement. Ils ont fermé l'axe, serré les lignes, mis de l'impact au milieu et cherché à couper les transmissions vers les joueurs offensifs. Leur idée était simple. Ne pas laisser les Bleus trouver facilement Mbappé, ne pas laisser les milieux français jouer face au jeu, et surtout provoquer des pertes de balles pour partir vite en transition. C'est exactement là que la première vérité du match apparaît. La France a gagné, mais elle n'a pas toujours maîtrisé. Le score de 3-1 donne une impression de confort, mais le contenu est plus nuancé. Par moments, les Bleus ont eu le contrôle, ils ont occupé le camp adverse, ils ont trouvé des accélérations intéressantes. Mais à d'autres moments, le jeu français a manqué de fluidité. Les lignes semblaient parfois trop éloignées. Le pressing n'était pas toujours coordonné. Certains joueurs offensifs ne participaient pas assez à l'effort sans ballon. Et quand le Sénégal récupérait, il y avait immédiatement cette sensation de danger, comme si la France pouvait être coupée en deux sur une simple transition. C'est important de le dire, ce n'était pas une victoire honteuse, loin de là. La France a fait le travail, elle a marqué 3 buts, elle a montré qu'elle avait des individualités capables de faire la différence. Mais ce n'était pas non plus une démonstration parfaite. C'était une victoire avec des signaux positifs et des alertes. Et dans une compétition de haut niveau, les alertes doivent être prises au sérieux avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Le premier gros sujet de ce match, c'est Ousmane Dembélé. Son match a été très décevant, mais il faut l'analyser avec précision. Dire simplement « Dembélé a été mauvais » ne suffit pas. Ce serait trop facile, et surtout ce serait incomplet. Oui, il a manqué de justesse. Oui, il a semblé absent par moments. Oui, il n'a pas assez pesé sur la défense sénégalaise. Mais la vraie question, c'est pourquoi. Et la réponse se trouve en grande partie dans son placement. Dembélé est un joueur d'instinct, de vitesse, de déséquilibre. Il est dangereux quand il peut recevoir face au jeu, quand il peut fixer son défenseur, quand il peut choisir entre rentrer intérieur ou déborder extérieur, quand il peut provoquer dans une zone claire. Mais dans ce match, il a souvent semblé utilisé dans un rôle qui ne correspondait pas totalement à ses qualités naturelles. Il n'était pas toujours dans son poste préféré. Il n'était pas toujours assez large pour provoquer en 1 contre 1. Il n'était pas toujours assez proche de la surface pour devenir décisif. Il n'était pas non plus parfaitement installé entre les lignes pour organiser. Résultat,
Il s'est retrouvé dans une position hybride, entre plusieurs rôles, sans jamais vraiment devenir dangereux dans l'un d'eux. Et c'est là que son mauvais match devient compréhensible. Quand Dembélé reçoit dans une zone bouchée, entouré de plusieurs adversaires, sans espace pour accélérer, il perd son avantage principal. Quand il doit trop réfléchir, quand il doit contrôler, lever la tête, chercher une solution dans un espace réduit, il devient moins naturel. Sa force, c'est la spontanéité. Sa force, c'est la prise de vitesse. Sa force, c'est la capacité à casser un équilibre en une seconde. Mais face au Sénégal, son placement l'a souvent obligé à jouer contre sa nature. Il voulait faire la différence, mais il ne recevait pas toujours dans les bonnes conditions. Il voulait provoquer, mais il était souvent enfermé. Il voulait combiner, mais les distances avec ses partenaires n'étaient pas toujours bonnes. Et quand un joueur comme Dembélé perd son rythme, il peut très vite disparaître du match. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas assez fixé. Il n'a pas assez éliminé. Il n'a pas assez forcé le bloc sénégalais à reculer. Et quand Dembélé ne fait pas reculer l'adversaire, toute l'attaque française devient plus prévisible. Parce qu'à ce moment-là, le danger se concentre encore plus sur Mbappé. Les défenseurs peuvent anticiper plus facilement. Ils savent que la France va chercher la vitesse de Mbappé, les appels de Mbappé, les zones de Mbappé. Et même si Mbappé reste capable de faire très mal, une grande équipe ne peut pas dépendre uniquement d'un seul joueur pour créer le danger. C'est pourquoi le cas Dembélé est très important. Il ne s'agit pas seulement de critiquer son match. Il faut comprendre que son rôle doit être clarifié. Si la France veut profiter de Dembélé, elle doit lui donner une mission simple. Provoquer, étirer, déséquilibrer. Soit il joue dans le couloir avec la liberté d'attaquer son défenseur, soit il joue plus intérieur mais avec des partenaires proches pour combiner vite. Mais il ne peut pas rester dans ce flou tactique où il touche des ballons sans vraiment faire mal. Dans une grande compétition, les rôles flous coûtent cher. Les grandes équipes ne gagnent pas seulement parce qu'elles ont de grands noms. Elles gagnent parce que chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire, où il doit être, quand il doit attaquer, quand il doit défendre, et comment il doit aider l'équipe. Face au Sénégal, la France a montré qu'elle avait le talent. Mais elle doit encore montrer qu'elle a une structure totalement claire. Et ce manque de clarté s'est aussi vu dans certaines phases défensives. Par moments, les Bleus voulaient presser haut, mais tout le monde ne suivait pas. Un joueur sortait, un autre restait. Le milieu hésitait. La défense ne savait pas toujours s'il fallait avancer ou protéger la profondeur. Et contre une équipe comme le Sénégal, capable de mettre de la vitesse dès la récupération, ce genre d'hésitation peut devenir dangereux. Le pressing moderne, ce n'est pas juste courir vers le porteur du ballon. C'est un mouvement collectif. Si un joueur presse et que les autres ne ferment pas les solutions, l'adversaire sort facilement. Si les attaquants ne font pas l'effort, les milieux doivent couvrir trop d'espace. Si les ailiers ne replient pas, les latéraux se retrouvent en infériorité. Et c'est là que le débat autour de Mbappé commence à apparaître. Offensivement, Mbappé reste une arme immense. Il attire les défenseurs, il fait peur, il peut créer une situation dangereuse même dans un match compliqué. Mais défensivement et collectivement, la question est beaucoup plus sensible. Est-ce qu'il donne assez? Est-ce qu'il court assez? Est-ce qu'il défend assez? Est-ce qu'il montre l'exemple que l'on attend d'un capitaine? Voilà pourquoi cette victoire contre le Sénégal est plus profonde qu'un simple 3-1. Elle raconte une équipe de France capable de gagner, mais pas encore totalement rassurante. Elle raconte un Dembélé éteint par un rôle qui ne lui correspond pas. Elle raconte un Mbappé décisif, mais encore discuté dans son implication collective. Et elle nous prépare à une deuxième partie beaucoup plus brûlante. Parce que si Mbappé peut faire gagner un match par son talent, la vraie question est de savoir s'il peut porter une maintenant, il faut entrer dans le cœur du débat. Kylian Mbappé. Parce que dans ce France-Sénégal, son match peut être lu de deux manières totalement différentes. Si on regarde seulement les moments offensifs, Mbappé reste l'un des joueurs les plus dangereux du monde. Il a cette capacité rare à faire reculer une défense sans même toucher le ballon. Quand il prend la profondeur, les défenseurs paniquent. Quand il reçoit côté gauche, tout le bloc adverse se décale. Quand il approche de la surface, on sent que quelque chose peut arriver. C'est ça, le pouvoir des grands attaquants. Ils ne sont pas seulement dangereux par leurs actions, ils sont dangereux par la peur qu'ils provoquent. Et dans ce match, Mbappé a encore montré qu'il pouvait être décisif dans les zones importantes. Il sent le but, il sent les espaces, il comprend les moments où il faut accélérer. Devant le but, il garde cette froideur, cette confiance, cette impression qu'il peut faire basculer un match même quand tout n'est pas parfait autour de lui. Et c'est pour cela qu'il est indispensable à cette équipe de France. Mais justement, parce qu'il est indispensable, il doit être analysé avec plus d'exigence. Un joueur ordinaire peut être jugé sur quelques actions.
Un joueur comme Mbappé doit être jugé sur l'ensemble de son influence. Pas seulement ce qu'il fait quand il a le ballon, mais aussi ce qu'il fait quand il ne l'a pas. Pas seulement ses appels offensifs, mais aussi ses replis. Pas seulement sa capacité à marquer, mais aussi sa capacité à aider l'équipe à souffrir. Et c'est là que son match contre le Sénégal laisse une vraie question ouverte. Mbappé a été bon devant le but, oui. Mais son apport collectif a été beaucoup plus discutable. Dans certaines phases, on l'a vu rester haut, attendre la transition, économiser ses courses défensives. Tactiquement, on peut comprendre l'idée. Garder Mbappé haut, c'est obliger le Sénégal à rester prudent. C'est empêcher les défenseurs adverses de monter trop librement. C'est garder une menace permanente dans la profondeur. Mais cette stratégie devient dangereuse si elle n'est pas parfaitement compensée par le reste de l'équipe. Parce que si Mbappé reste haut et ne participe pas assez au repli, quelqu'un d'autre doit courir pour lui. Le milieu doit couvrir plus large. Le latéral doit gérer plus d'espace. Le bloc doit se décaler plus vite. Et sur la durée, cela fatigue une équipe. Cela crée des déséquilibres. Cela peut même créer des frustrations. Dans le football moderne, même les plus grandes stars doivent participer à l'effort collectif. Regardez les équipes qui gagnent les grandes compétitions. Les attaquants pressent, les ailiers replient, les milieux compensent, les leaders montrent l'exemple. Le football d'aujourd'hui ne permet plus d'avoir trop de passagers sans ballon. Bien sûr, Mbappé ne doit pas devenir un défenseur. Ce n'est pas son rôle. Personne ne lui demande de passer 90 minutes à défendre comme un latéral. Mais il doit choisir les bons moments pour faire l'effort point équipe par son attitude. Il doit déclencher le pressing quand l'équipe veut avancer. Il doit fermer certaines lignes de passe. Il doit accompagner le bloc quand la France souffre. Surtout, il doit montrer que lui aussi est prêt à faire les courses invisibles. Parce que c'est ça, le leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement porter le brassard. Ce n'est pas seulement marquer. Ce n'est pas seulement parler devant les caméras. Le leadership, c'est aussi envoyer un message silencieux à ses partenaires. Je suis avec vous, même dans l'effort, même dans la souffrance, même quand personne ne regarde. Et face au Sénégal, c'est précisément ce point qui peut être discuté. Mbappé a-t-il été décisif? Oui. A-t-il été dangereux? Oui. A-t-il été suffisamment exemplaire collectivement? Là, le débat est ouvert. Et ce débat est encore plus fort parce que Dembélé, de son côté, n'a pas pesé. Quand Dembélé disparaît et que Mbappé reste la principale menace, l'équipe devient dépendante. On attend l'éclair de Mbappé. On attend son appel. On attend son accélération. Mais une équipe qui veut gagner les plus grands matchs ne peut pas seulement attendre l'éclair. Elle doit construire, contrôler, défendre ensemble, étouffer l'adversaire quand il faut, souffrir ensemble quand le match devient difficile. C'est ce que cette victoire 3-1 doit apprendre aux Bleus. Le résultat est bon, mais le contenu doit être amélioré. Et maintenant, arrivons à cette fameuse analyse façon Zidane, celle que vous attendiez depuis le début de la vidéo. Parce qu'un homme comme Zidane ne regarderait pas seulement le score. Il ne se laisserait pas aveugler par un but ou par une action spectaculaire. Zidane regarderait le football dans sa totalité. Il regarderait les déplacements, les efforts, les choix, le comportement entre deux actions, la réaction après une perte de balle, la manière dont un leader aide son équipe quand le match devient moins confortable. Et sur Mbappé, la phrase serait forte, presque brutale. Kylian peut faire gagner un match par son talent, mais pour porter une équipe, il doit aussi courir quand personne ne le regarde. Voilà la phrase qui peut changer tout le débat. Parce qu'elle ne nie pas le talent de Mbappé. Au contraire, elle le reconnaît. Elle dit clairement que Mbappé peut faire gagner un match. Mais elle pose une question plus profonde. Est-ce qu'il peut porter une équipe? Et porter une équipe, ce n'est pas seulement marquer. Ce n'est pas seulement être décisif devant le but. Porteur une équipe, c'est aussi défendre quand l'équipe recule. C'est presser quand le bloc doit avancer. C'est faire un appel qui libère un partenaire même si on ne touche pas le ballon. C'est fermer une passe. C'est revenir aider un latéral. C'est accepter de faire des efforts qui ne seront jamais dans les statistiques, mais qui seront vus par les coéquipiers. Cette phrase est puissante parce qu'elle met Mbappé face à son vrai défi. Il n'a plus rien à prouver comme joueur dangereux. Tout le monde sait qu'il peut marquer. Tout le monde sait qu'il peut faire peur. Tout le monde sait qu'il peut changer un match en une accélération. Mais maintenant, la question est ailleurs. Peut-il devenir le leader complet dont la France a besoin? Peut-il être celui qui donne le ton, pas seulement offensivement, mais aussi mentalement et collectivement? Peut-il montrer aux autres que même la plus grande star accepte de souffrir pour le maillot? C'est ça, la frontière entre une superstar et un capitaine total.
Une superstar fait lever le public. Un capitaine entraîne tout un groupe avec lui. Une superstar marque des buts. Un capitaine donne l'exemple dans les moments où l'équipe doute. Et c'est peut-être le prochain palier que Mbappé doit franchir. Contre le Sénégal, il a montré sa force. Mais il a aussi laissé cette question ouverte. Et c'est pour cela que cette victoire française est intéressante. Elle n'est pas seulement rassurante. Elle est aussi révélatrice. Elle montre que la France peut gagner même quand tout n'est pas parfait. Elle montre que Mbappé peut encore être décisif même quand son implication collective fait débat. Elle montre que Dembélé doit être mieux utilisé, parce que son mauvais match n'est pas seulement une question d'envie ou de niveau, mais aussi de rôle et de placement. Et elle montre surtout que les Bleus doivent progresser collectivement s'ils veulent aller au bout. Parce que plus la compétition avancera, moins les erreurs seront pardonnées. Une course non faite peut coûter un but. Un pressing mal déclenché peut ouvrir tout un côté. Un joueur mal placé peut rendre l'attaque prévisible. Une star trop peu impliquée sans ballon peut obliger toute l'équipe à compenser. Face au Sénégal, la France avait assez de talent pour gagner. Mais contre une équipe plus forte, plus clinique, plus organisée, ces détails peuvent faire basculer un match. Alors oui, France 3, Sénégal 1. Oui, les Bleus avancent. Oui, Mbappé reste une arme immense. Mais le vrai message de cette rencontre est peut-être ailleurs. Si la France veut aller au bout, elle ne peut pas seulement compter sur les éclairs de ses stars. Elle doit devenir une vraie machine collective. Et Mbappé, plus que n'importe qui, doit en être le premier symbole. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que Mbappé doit courir davantage et défendre plus pour l'équipe, ou est-ce qu'on doit accepter qu'il reste haut pour faire la différence devant le but? Parce que ce débat ne fait que commencer, et après ce France-Sénégal, il risque d'accompagner